Bienvenue dans School TV Le Mag. Chaque semaine, nous mettons en lumière des initiatives, qu'elles soient locales, régionales ou nationales, qui façonnent l'avenir de l'éducation. Et je suis en compagnie de Marine Plantec aujourd'hui. Salut Marine. Salut Alix. Voici le sommaire. Aujourd'hui, focus sur une maladie qui concerne une femme sur 10, mais reste encore largement sous-diagnostiquée. Marie-Héloïse Basso, psychanalyste et auteure d'Endométriose, reprendre le pouvoir, et Florie Martin, réalisatrice du documentaire 9 ans, 9 mois, sont avec nous. Ensemble, elles vont nous aider à mieux comprendre cette pathologie encore peu ou mal comprise. L'endométriose ne se limite pas à une maladie gynécologique, c'est aussi un combat du quotidien pour au moins 2 millions de femmes en France. Entre errance médicale, douleurs invisibles et manque de reconnaissance, les patientes doivent souvent se battre pour être prises au sérieux et accéder à des soins adaptés. Dans cette émission, nous mettrons en lumière ces parcours de lutte, les freins à la reconnaissance de la maladie et les solutions pour mieux accompagner celles qui en souffrent. Et Marine, dans ta loupe, de quoi vas-tu nous parler ? D'une association dans le Vaucluse qui lutte pour faire connaître cette maladie. Merci Marine, c'est parti pour une nouvelle émission. Bonjour Florie Martin. Bonjour. Bienvenue. Je rappelle que vous êtes donc réalisatrice du documentaire 9 ans, 9 mois, disponible sur le site d'LCPE. C'est ça. Et bonjour à vous, Marie-Héloïse Basso, psychanalyste, thérapeute et autrice d'Endométriose, reprendre le pouvoir. Bienvenue. Bonjour. Marie-Héloïse, votre livre s'appelle donc Endométriose, reprendre le pouvoir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce titre ? Alors en fait, pour moi, reprendre le pouvoir, c'était un petit peu symbolique. En fait, j'avais envie de remettre les femmes, et plutôt les patientes à une place de sachante, en fait, sur leur maladie et sur leur corps. Et il me semblait important de remettre le pouvoir, en fait, sur les personnes atteintes, au lieu de toujours mettre l'accent sur les médecins et sur les soignants. Et c'est vrai que pour moi, c'est vraiment une réelle victoire que d'avoir pu pouvoir partager toutes ces réflexions-là et ce livre au plus grand nombre pour aider les personnes atteintes. Et Florie, dans votre film documentaire 9 ans, 9 mois, vous mettez en lumière le combat de Cécile face à l'endométriose. Est-ce que pour elle aussi, il s'agit de reprendre une forme de pouvoir ? Oui, effectivement, Cécile a déjà parlé à une époque où on parlait beaucoup moins encore de l'endométriose. Elle a décidé de s'engager dans une association qui s'appelle Info Endométriose, puis elle est devenue présidente, alors même qu'elle était en train de lutter contre cette maladie. C'était quelle période exactement, pardon ? Elle est devenue présidente de l'association en 2020. Cette association Info Endométriose est née en 2016 et elle a commencé à s'engager en 2017. Et donc, en fait, Cécile souffrait énormément de cette maladie. On va en reparler, mais elle souffrait aussi de l'infertilité qui était liée, dans son cas, à sa maladie. Et elle a décidé de s'engager, d'en parler, même si c'est pas facile. C'est une maladie qui touche l'intime. Et donc, effectivement, elle a décidé aussi de reprendre le pouvoir et de sensibiliser et d'informer les autres sur ce qu'elle traversait et de faire avancer un petit peu les choses. Ouais. Justement, je vous propose qu'on regarde, sans plus attendre, la bande-annonce. J'ai souvenir de gros moments de douleur de Cécile où elle avait des maux de ventre absolus. Ça t'attaque, quoi. C'est comme des coups de poing, c'est des tiraillements où je m'accroupis carrément, quoi. J'ai ce truc physique où je... Moi, les règles, c'est vraiment la semaine de l'enfer. Il y a les coups de poignard dans le ventre, puis dans le bas-ventre, comme si tes ovaires étaient tellement inflammés, c'est du feu. Qui connaît l'endométriose ? Waouh ! Waouh ! Je sentais au fond de moi qu'il y avait un truc qui clochait. Et avec le temps, ça s'est révélé. On voit le visage du praticien qui se durcit et on comprend très vite que ça fonctionne pas. Je suis en colère. J'ai une colère, j'ai envie de tout péter, j'ai envie de tuer tout le monde. C'est de voir les autres qui ont d'autres problématiques, d'école, d'enfants, qu'on a envie de connaître aussi. Tous ces traitements, ces échecs, ça change aussi une femme, quoi. Je disais à Cécile, le plus important, c'est nous deux. Et il faut pas qu'on se sépare à cause de ça. Quand la nature dit qu'il faut 9 mois pour faire un enfant, à nous, il aura fallu 9 ans pour devenir tes parents.
très belles images, Florie, dans 9 ans et 9 mois. Donc 9 ans et 9 mois, c'est le temps qu'il aura fallu à Cécile et son mari Benjamin pour réaliser leur rêve, donner naissance à leur fille. Quels sont les effets de cette maladie sur la fertilité ? Alors, pour les femmes atteintes d'endométriose, c'est environ 25 à 40% d'infertilité. Donc voilà, c'est pas parce qu'on est atteinte d'endométriose qu'on est forcément infertile. Toutes ne sont pas concernées. Mais voilà, s'il y a des problèmes rencontrés pour avoir un enfant, qu'il y a la présence de cette maladie, il faut vraiment aller voir des spécialistes parce que c'est la première cause d'infertilité en France. Et voilà, comme vous l'avez dit, ça touche une femme sur 10. Donc c'est vraiment une des causes majeures d'infertilité. Et vous n'êtes pas médecin, bien sûr, mais vous avez suivi ça de près. Est-ce que vous savez plus concrètement dans quelle mesure ça touche, ça impacte la fertilité ? Alors, oui, voilà. Donc, apprendre avec... Regardez parce que vous n'êtes pas médecin. Apprendre avec précaution, mais en fait, l'endométriose, donc c'est, comme son nom l'indique, une maladie qui touche l'endomètre. Donc, c'est des cellules qui, au moment des règles, ne s'évacuent pas et qui vont venir coloniser l'utérus, parfois en dehors de l'utérus, donc certains organes comme les intestins, comme les ovaires, bien sûr. Donc, on voit que c'est une maladie qui peut obstruer, qui peut provoquer des lésions qui sont extrêmement douloureuses. On pourra aussi en reparler. Donc, ça va altérer aussi ce qu'on appelle la réserve ovarienne. Donc, ça va vraiment toucher à des fonctions pour procréer. Donc, voilà. Marie-Héloïse, il existe différentes formes d'endométriose. Est-ce que vous pouvez nous les expliquer ? Oui, tout à fait. Alors, on a la forme la plus courante, qui est la forme superficielle, qui concerne plus de la majorité des cas. Ensuite, on a la forme profonde d'endométriose. En fait, ces formes, elles se distinguent par la taille des lésions et leur profondeur. Ensuite, on peut avoir une endométriose ovarienne qui peut créer des kystes et des lésions aux ovaires. En fait, c'est important de comprendre qu'il y a autant d'endométriose qu'il y a de personnes atteintes. Et en fait, ça, c'est vraiment quelque chose de vraiment très, très important à comprendre pour pouvoir appréhender la maladie dans son ensemble et pouvoir comprendre comment tout ça fonctionne. Parce que c'est vrai que l'endométriose, c'est beaucoup de mystères et beaucoup d'inconnus. Marie-Héloïse, est-ce qu'il y a des facteurs d'apparition de l'endométriose ? Alors, actuellement, on ne sait pas encore exactement ce qui provoquerait la maladie. On comprend à peu près comment elle fonctionne, on comprend à peu près comment essayer de réduire les douleurs, mais on ne sait actuellement pas quelles sont les causalités directes en fait, qui impliquent la maladie, malheureusement, actuellement. Et vous, Florie, à travers votre documentaire, vous avez constaté une méconnaissance des différentes formes d'endométriose ? C'est une maladie qui est encore méconnue, même si on en parle davantage, notamment grâce au travail des associations. Je sais que, voilà, grâce au travail de Cécile notamment, il y a eu beaucoup de campagnes de sensibilisation pour expliquer la maladie. On le voit dans le documentaire, elle se rend dans des lycées notamment, c'est important parce que voilà, ça touche bon nombre de jeunes filles et du coup, il faut informer, il faut expliquer et il faut aussi créer des réseaux de médecins. Il faut aller voir un médecin, puis un radiologue. C'est le seul moyen de comprendre vraiment si on a l'endométriose ou pas et quelle forme d'endométriose on a. Et dans le cas de Cécile, par exemple, il y a eu, j'imagine, une longue période d'errance. Au bout de combien de temps, entre le moment où elle formule le mal et le moment où c'est diagnostiqué ? Alors Cécile, elle raconte que voilà, déjà la première fois où elle a eu ses règles, tout simplement, elle était dans une souffrance absolue. Elle est allée voir des médecins. On dit bon bah voilà, c'est normal, t'as tes règles, c'est pas grave. À une époque où voilà, c'était comme ça. Donc elle avait énormément de douleurs, mais bon après, une fois qu'on lui a dit ça une ou deux fois, elle osait plus forcément en parler. Donc à l'âge de 13-14 ans, je dirais. Et ensuite, Cécile, elle était DJ dans un groupe qui s'appelait Les Putes à Franges. Et donc, il lui arrivait parfois de s'évanouir, d'être prise de violentes douleurs alors qu'elle faisait des sets dans le cadre de sa vie professionnelle. On est à un dîner et puis on doit partir précipitamment. Donc, il y avait comme ça des moments de douleur absolue, des week-ends au lit complets. Et au fur et à mesure que le désir d'enfant avec Benjamin s'est construit et est devenu un petit peu questionnant parce qu'il n'arrivait pas à avoir d'enfant, au fur et à mesure, elle a cherché, mais ça a pris du temps. Ça a pris. Elle a été diagnostiquée à l'âge
de 35 ans, 36 ans. Donc voilà, donc on voit qu'il y a eu 20 ans dans son cas. C'est quoi? C'est un spécialiste qui, lui, était suffisamment mis à jour, formé? Exactement. Qui a mis les mots. Exactement. Mais auparavant, elle était quand même allée voir beaucoup de médecins gynécologues, notamment pour enclencher un parcours de FIV, qui, eux, n'étaient pas forcément encore formés sur cette maladie. Donc ça a pris énormément de temps. Il faut rappeler qu'en France, en moyenne, l'errance diagnostique, elle est de 7 ans, encore actuellement. Marie-Héloïse, on vient de le dire, une femme sur 10 est concernée par l'endométriose. Pourquoi reste-t-elle encore sous-diagnostiquée ? Alors, à mon sens, il y a déjà, je pense, à la prise en compte de la parole des femmes et des personnes menstruées dans l'espace public. On remarque quand même que, voilà, comme dit très bien Madame la réalisatrice du documentaire, il y a quand même encore cette à 10 ans d'errance diagnostique en fait en France. On sait aussi que l'endométriose en fait est très fortement liée au tabou qui est encore actif actuellement sur le corps des femmes, sur les menstruations et sur aussi le handicap, parce qu'on rappelle quand même que l'endométriose fait partie des handicaps invisibles en France. Et pourquoi c'est tabou justement? Quelles sont les idées reçues? C'est tabou parce que, enfin en tout cas en mon sens, on parle de règles, on parle de sang, on parle de douleur. Et c'est vrai quand on voit que jusqu'à il y a vraiment très peu de temps, en fait, les protections, les pubs pour les protections périodiques, le sang était matérialisé en bleu. On voit vraiment à quel point toute cette symbolique-là du sang est encore présente actuellement en France. On considère que c'est de l'ordre de l'intime. Exactement. Voilà, il faut dire les choses. C'est une maladie dont on souffre principalement au moment du cycle, donc pendant les règles. Mais pas seulement. Dans certaines formes, ça peut être aussi en dehors des règles, au moment d'aller faire pipi, au moment d'aller à la selle. Il y a aussi des douleurs qui peuvent être très violentes lors des rapports intimes. Donc en fait, c'est vraiment une maladie liée à l'intime et ça, c'est pas forcément facile d'en parler. Et quels sont justement, est-ce que vous le savez, est-ce que vous avez pu les répertorier, les symptômes, en tout cas les signes les plus fréquents qu'une femme doit surveiller? Alors c'est vraiment, je dirais, c'est vraiment la douleur, quoi. Comme l'expliquait Cécile, et puis aussi Lamia Jarboui, qui est radiologue et qui fait partie de l'association, qui intervient dans le documentaire. Une adolescente, voilà, qui a mal pendant ses règles, ok, mais qui ne peut pas aller au collège, qui ne peut pas faire de sport, qui ne peut pas aller à une soirée avec des amis parce qu'en fait, elle a peur de ne pas pouvoir rester. Là, il faut tout de suite aller consulter. Donc c'est à ce moment-là qu'on décide qu'on peut aller consulter. C'est quand on se rend compte que cette douleur, elle devient handicapante au jour le jour. Exactement. Et puis, ça ne va pas passer avec du Doliprane. Enfin, voilà, quoi. Il faut vraiment aller consulter un médecin. Et s'il y a un doute, aller trouver un bon radiologue pour pouvoir faire des examens ensuite complémentaires. Donc, c'est échographie pelvienne et IRM. Et dans le cas de Cécile, par exemple, donc, il y a évidemment le sujet très important de la fertilité, mais dans quelle mesure ça impacte sa vie quotidienne de femme? Alors, c'était très très dur, comme je vous l'expliquais, dans son intimité, passer des week-ends au lit, au travail. Aujourd'hui encore. Post-accouchement et alors que... Aujourd'hui encore, Cécile a des douleurs, oui. Elle a été opérée, comme on l'explique dans le documentaire. À un moment donné, elle a été opérée. Donc, en fait, elle a été opérée de ses lésions qui étaient très importantes. Donc, ça l'a soulagée. Mais elle a encore des douleurs, ouais. Parce qu'une fois opérée, est-ce que ça peut se reformer? Oui. Donc, c'est à l'infini, en fait. Oui, c'est ce qu'on appelle une maladie chronique. Et donc, voilà, on n'en guérit jamais complètement. Et est-ce qu'il existe des recherches à cet effet? Est-ce que... En fait, c'est tout l'enjeu du travail de Cécile Tony, notamment, et d'Info Endométriose et des autres associations qui existent en France. C'est vraiment de faire de la sensibilisation pour récolter des fonds et faire de la recherche. Comme on l'expliquait, on ne sait pas exactement qui ça touche, pourquoi vous, pourquoi pas moi. On ne sait pas à quoi c'est lié, est-ce que c'est des facteurs génétiques. Et donc, en fait, l'idée, c'est de faire de la recherche pour pouvoir trouver enfin des traitements. Marie-Héloïse, on l'a dit, il n'y a pas vraiment de traitement. Néanmoins, peut-on soulager ces patientes? Tout à fait. Alors, étant donné que c'est une maladie en fait hormonodépendante, le traitement le plus conseillé pour l'endométriose, pour l'instant, c'est la mise sous aménorrhée. Donc, en fait, on donne des pilules œstroprogestatives ou juste progestatives ou oestrogènes, en fait, pour arriver à une absence de règles,
pour donc que l'inflammation due aux hormones de règles ne soit pas présente. Ensuite, c'est vrai qu'il y a aussi l'opération. On peut se faire opérer donc pour enlever les nodules, les lésions, réduire les adhérences. Également, on peut essayer étant donné qu'il n'y a pas de traitement, en fait, on peut essayer les médecines naturelles. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de patientes qui recommandent notamment les traitements d'ostéopathie. On a la kiné aussi qui peut être un point renfort, aussi la sophrologie pour la respiration. Donc, c'est vrai qu'il y a quelques petites choses qu'on peut mettre dans sa boîte à outils en fait, de personnes endométriosiques au quotidien. Et le fait, Marie-Héloïse, de freiner ou stopper les règles, est-ce que ça peut avoir un impact à long terme sur la santé ? Alors, je ne suis pas médecin, donc je ne saurais pas répondre à cette question. Je ne pense pas, enfin en tout cas, je ne sais pas. C'est pas en tout cas les échos que vous avez eus. Florie, dans votre documentaire, Benjamin, le mari de Cécile, se révèle être un véritable soutien. Dans quelle mesure est-ce que c'est déterminant l'entourage ? Alors c'est un allié notamment par rapport à cette maladie, par rapport à l'endométriose, mais c'est un allié aussi dans leur projet commun d'avoir un enfant. C'est pas facile d'avoir un échec, 2 échecs, 3 échecs, 5 échecs dans le cadre de ce couple-là. Et il l'évoque d'ailleurs, il frôle la séparation à un moment tellement c'est éprouvant pour le couple. Exactement. Il y a beaucoup de couples qui arrêtent au bout d'une tentative de PMA parce que c'est difficile d'être dans cet espoir, finalement d'avoir une déception immense, voilà, de se relancer. C'est difficile pour le corps des femmes aussi, les parcours PMA. Et voilà. Et il faut le dire aussi, il y a des couples qui se séparent après plusieurs tentatives, après plusieurs échecs. C'est pas leur cas. C'est une très belle histoire d'amour. Benjamin dit à Cécile, de toute façon, c'est pas grave, même si on n'a pas d'enfant, on restera ensemble, etc. Et voilà, ils continuent ensemble, ils se battent ensemble, ils l'aident aussi dans l'association Info Endométriose quand elle s'engage. Et finalement, voilà. Finalement, c'est un peu la première personne, le partenaire, qui doit entendre. Oui, tout à fait. Et après, lui aussi, il souffre forcément de voir sa femme. Il ne faut pas oublier la place de l'homme. Voilà. Marie-Héloïse, je rappelle, vous êtes thérapeute. Quelle est l'importance de la dimension psychologique de la maladie ? Comme on l'a rappelé, c'est vrai que c'est une maladie chronique. Alors, au quotidien, ça peut vraiment amener beaucoup de conséquences, notamment de la dépression, notamment on a beaucoup de fatigue chronique. Alors, c'est vrai que la vie sociale, c'est assez compliqué. Alors, c'est vrai que c'est toujours important d'avoir un lieu et un endroit où s'exprimer et où parler, où pouvoir parler de tout ça, parce que c'est vrai que tout le monde ne peut pas entendre en fait toutes les conséquences qu'a l'endométriose au quotidien. Et vous, l'accompagnement que vous leur proposez, comment ça se passe concrètement ? Alors moi, je propose un accompagnement au sein de mon cabinet où j'offre une écoute active et surtout informée. Parce que donc, comme vous l'avez dit, donc j'ai sorti mon premier essai Endométriose reprendre le pouvoir et c'est vrai que ça a été le fruit de beaucoup de mois de recherche. Et en ce sens, je peux donc donner un suivi informé aux patientes qui viendront me rencontrer. Restez avec nous, mesdames, c'est l'heure de la loupe. Et Marine, aujourd'hui, tu nous parles de Manoletta, un organisme qui accompagne et soutient les personnes atteintes d'endométriose. Tout à fait, c'est une association qui a été créée il y a 7 ans à Avignon et je vous propose tout de suite de rencontrer sa fondatrice Manon Bonnat. Bonjour School TV. Alors nous, c'est l'association Manoletta, on lutte contre l'endométriose depuis 2018, dans le Vaucluse principalement. Donc on a créé le laboratoire de l'endométriose qu'on amène un peu partout et beaucoup dans les écoles, dans les établissements scolaires, ce qui nous permet de sensibiliser les plus jeunes et surtout de pouvoir accompagner, aider les jeunes filles qui souffrent et qu'elles puissent être prises en charge le plus tôt possible pour avoir le moins de séquelles, ne pas vivre ce qu'on a vécu. Voilà, et puis bien sûr avec nous, on emporte partout ce super livre. En plus de soutenir les femmes atteintes, l'association tient à faire de la sensibilisation, en passant donc par des interventions en milieu scolaire avec ce fameux labo de l'endo qui compte
7 ateliers. Et le premier concerne, Marine, l'alimentation, qui n'est pas sans effet sur la maladie. Tout à fait. Alors, on conseille évidemment à tout le monde d'avoir une alimentation qui est équilibrée, mais c'est encore plus vrai quand on est atteint d'endométriose. Et on conseille même d'opter pour une alimentation anti-inflammatoire. Pour vous faire une idée, il s'agit de mettre l'accent sur les légumes, les fruits, les poissons et éviter les produits laitiers et la viande rouge. Deuxième atelier, étudier les organes. Bah oui, c'est important de connaître son corps, de savoir situer ses organes. Les élèves vont donc jouer avec des cartes, avec des maquettes pour situer tout cela, ce qui leur permettra peut-être donc de réussir leur concours d'entrée. C'est comme ça que s'appelle le 3e atelier, qui consiste à lancer un dé et relever le défi qui est présent sur sa face. Et les élèves passent ensuite à la science par l'expérience. Et oui, ça marche toujours mieux que la théorie, donc place à la pratique. Au programme, observer nos cellules, décrypter des analyses médicales, tester et comprendre la fatigue chronique, parler de santé mentale. Tout cela, c'est bien complet, ça vise à englober au mieux les impacts que peuvent avoir l'endométriose sur la vie d'une femme. Et pour finir, les élèves se mettent dans la peau du corps médical pour les 2 derniers ateliers de vrais chirurgiens en herbe. Tout à fait, des vocations vont peut-être faire leurs apparitions. Manoleta, c'est donc des rencontres. Elles organisent également d'autres événements, comme des réunions d'information, des groupes de parole, des conférences, des manifestations, mais aussi des formations à destination des professionnels de santé. Mais pas que, les membres de l'association se battent pour que la maladie soit reconnue en tant qu'ALD, affection longue durée, ce qui permettrait d'obtenir une prise en charge à 100% par l'assurance maladie. On rappelle, cette maladie touche au moins 2 millions de femmes en France et peut générer une fatigue chronique, de très fortes douleurs, symptômes qui causent des difficultés à tenir son poste, qui peut amener à des arrêts, des mises en place de temps partiels et tout cela met les carrières professionnelles forcément à rude épreuve. Merci Marine et chers téléspectateurs, sachez que si vous êtes dans le Vaucluse, tout le week-end des concerts sont organisés à Sarrian et les Angles, j'espère que je le prononce bien, et tous les bénéfices seront redistribués à l'association Manoleta dont Marine vient de nous parler. Florie, c'est essentiel d'en parler ouvertement, y compris dans des lieux comme les écoles. Oui, exactement. Dans les lycées, notamment, on l'a vu, on le voit aussi dans le documentaire. On est dans un lycée à Paris et les élèves étaient très intéressés, y compris les garçons. Je pense que les choses bougent depuis les 10 dernières années. Il faut aussi être optimiste. Il faut en parler aussi aux garçons. Il faut en parler, bien sûr. Bien sûr, il faut en parler, il faut qu'ils puissent comprendre aussi ce que c'est, qu'il n'y ait pas de moquerie. Il faut en parler aussi dans le milieu professionnel, déjà dans les écoles. Si une élève est absente 2 ou 3 jours par mois, voilà, c'est sans doute qu'il y a une raison qui peut être liée à l'endométriose. Et évidemment, dans le milieu professionnel, voilà, ces femmes-là, elles sont impactées aussi énormément, soit pour cause d'absentéisme, soit dans leur productivité. Marie-Héloïse, est-ce que vous savez si au sein des écoles, les filles disposent d'un espace d'écoute pour en parler ? Alors actuellement, on voit au sein de l'éducation nationale que c'est très compliqué quand même d'avoir déjà des infirmières formées, un personnel formé et un lieu d'écoute adapté pour ce genre de pathologie. Actuellement, dans l'école actuelle, ça me semble un peu compliqué. Et quel impact ça peut avoir sur une jeune fille et donc plus tard une femme, psychologique et même physique, de ne pas en parler, de ne pas avoir trouvé ce refuge ? Bien, en fait, il va y avoir donc déjà beaucoup de conséquences qui vont s'accumuler sur son quotidien, sur ses relations, sur son rapport à son corps, beaucoup de fausses croyances. Donc, il est vraiment important de sensibiliser dès le départ, en fait, les jeunes femmes et les jeunes filles et aussi les jeunes garçons, parce que c'est vrai que la plupart des jeunes garçons vont peut-être relationner avec des femmes, peut-être avoir des sœurs, peut-être avoir des cousines ou que sais-je, ou des amies femmes. Donc, c'est vrai qu'il est vraiment très important d'avoir une sensibilisation nationale et très importante pour les garçons et pour les filles. Pour toutes les jeunes générations qui arrivent, ça me semble vraiment primordial actuellement. Et vous, Marie-Héloïse, de votre point de vue, vous sentez que ça va plutôt dans le bon sens ? Ça avance, mais actuellement, je trouve que ça avance vraiment pas très vite, malheureusement. Florie, votre documentaire montre l'importance d'une approche globale du soin pour les femmes atteintes d'endométriose. Selon vous, quel rôle pourrait jouer la société pour mieux accompagner ces femmes dans son ensemble et pas seulement le corps médical ? Déjà de se documenter, de pouvoir effectivement se renseigner sur la maladie, d'être à l'écoute des symptômes, de comprendre
Parfois, on a parlé d'hystérie pour les femmes qui avaient des règles douloureuses. Bah non, en fait, c'est une vraie maladie, donc il faut pouvoir... Cécile, elle a été confrontée à ça, par exemple? Ah mais complètement. Parce que la première fois qu'elle en parle, c'est en quelle année? C'est en 2016? Oui, et elle ne savait pas qu'elle l'avait, en fait. Elle a vraiment eu un grand retard de diagnostic. Et à cette époque, on lui dit juste qu'elle est douillette, quoi. Exactement. Et après tout, c'est des règles douloureuses comme... Exactement, mais en fait, il y avait un petit peu le côté, oui, tu te mets en colère facilement, t'es caractériel, tu t'énerves. Bah, en fait, quand la douleur est trop forte et qu'on est obligé de rentrer chez soi ou de prendre je ne sais combien d'antalgiques pour pouvoir tenir, voilà. Peut-être avoir une compréhension aussi vis-à-vis de ces femmes-là qui souffrent, en fait. Merci beaucoup. Merci Florie Martin, réalisatrice du documentaire 9 ans, 9 mois. Je rappelle qu'on peut le voir sur le site d'LCP. Et merci à vous, Marie-Héloïse Basso, psychanalyste, thérapeute et autrice d'Endométriose, Reprendre le pouvoir. Merci à toutes les deux. Et merci à toi, Marine. Merci, Alix. À demain pour une nouvelle émission.